Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur R et RStudio où je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut créer un rapport avec RMardon. Alors j'avais déjà un petit peu abordé le sujet quand je vous avais montré il y a quelques vidéos les possibilités de RStudio. Donc j'avais juste exécuté le code de l'exemple en fait. Là je vais rentrer un peu plus dans les détails. Mais c'est une vidéo qui s'adresse avant tout aux gens qui aiment bien bidouiller en fait, hein, qui sont débrouillards et qui aiment bien apprendre par eux-mêmes. Donc si c'est pas votre cas, peut-être que la vidéo elle vous suffira pas, qu'il vous faudrait une formation complète, hein. J'en ferai une sur le sujet, mais c'est pas du tout d'actualité. Je vous en reparlerai le moment venu. Et puis donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser pour créer notre document RMardon, en fait, l'exemple qui est inclus. Donc je vais vous montrer comment, à partir de l'exemple, vous pouvez faire votre propre rapport en n'y connaissant rien en RMardon. Je vais vous montrer en gros comment moi j'ai fait quand j'ai appris il y a quelques années. Donc on a RStudio devant nous. Très bien. On va déjà définir notre répertoire comme répertoire de travail. Donc je suis dans le bon répertoire, donc tout va bien. J'ai juste à faire more set as working directory comme d'habitude. Donc là je suis dedans. J'ai donc mon interface devant moi, donc j'ai un script ouvert, mais c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est un document RMardon. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir l'exemple qui est inclus. Donc, File, New File, et puis vous choisissez RMardon. Voilà, donc ça doit apparaître. Si ça apparaît pas, c'est que RMardon n'est pas installé comme package sur votre machine. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est aller dans Package, Install, et puis RMardon. Donc, après, ça va apparaître et vous faites la manip que je viens de faire. Donc là, vous avez une fenêtre qui apparaît, New RMardon. Vous avez le choix entre plusieurs possibilités, donc présentation, Shiny, donc Shiny c'est les applications interactives, From Template, donc là vous pouvez rajouter des choses. Hein. Donc si vous cliquez dessus, vous voyez, j'ai la possibilité d'écrire un tutoriel, d'écrire un document GitHub en Mardon, d'écrire une vignette de package, comme vous envoyez des fois quand vous allez sur les documentations de certains packages. Etc. Et puis avec certains autres packages, vous pouvez faire d'autres choses qui vont apparaître ici. Vous voyez, il y a aussi LearnR là, qui est installé, qui permet de créer des tutoriaux interactifs. Donc ça, c'est vachement bien pour apprendre R. Alors, je reviens à mon document. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Donc HTML, donc PDF ou Word. Alors pour HTML, pas de souci. Pour PDF, attention, il vous faut une distribution LaTeX installée sur votre machine. Si vous êtes sous Windows, la distribution la plus simple, c'est MikTeX. Sinon, il y a TechLive aussi. Si vous êtes sous Mac, il y a MacTeX. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais je ne connais pas bien le monde Apple. Et puis, si vous êtes sous Linux, il y a TechLive. Voilà. Ensuite, on peut générer aussi du Word. Alors, pour pouvoir générer du Word, il faut juste un traitement de texte d'installer, c'est-à-dire donc sous Windows, que vous ayez Word installé, ou LibreOffice, ou OpenOffice. Ça marchera. Et puis, donc, sous Linux, donc, il vous dit il faut LibreOffice ou OpenOffice d'installer. Donc voilà, mais à nouveau, hein, sous Word, si vous avez que LibreOffice d'installer ou OpenOffice, ça marchera. Je vous le dis, c'est pas précisé ici, mais je vous le dis. Donc ici, on va mettre, alors, on va l'appeler comment notre document? On va l'appeler super document. Allez, donc super doc. L'auteur, c'est Arnaud. Ensuite, on va faire OK. Donc là, il y a l'exemple qui va s'afficher. À noter que vous pouvez créer directement un document vide. Mais là, nous, on va utiliser l'exemple. C'est justement le but, c'est qu'on puisse bidouiller à partir de l'exemple. Voilà, donc on a notre exemple qui apparaît. Je vous explique un petit peu comment ça marche. Donc là, vous avez un premier bloc qui est l'entête, qui apparaît entre 3 tirets, 3 tirets. Donc vous avez le titre, Superdoc, l'auteur, Arnaud, la date, 12-10-2020, et le format de sortie qui est HTML. Alors si format de sortie c'est HTML, vous avez coché HTML au départ, que finalement vous voulez du PDF, que vous avez la tech d'installer sur votre machine, c'est pas grave du tout. Parce qu'ici, quand vous allez lancer la compilation de votre document, donc vous allez utiliser Knit ici, vous voyez, vous avez le choix. Donc si vous mettez PDF, eh ben, il va s'adapter, donc il va ajouter la ligne de commande supplémentaire ici automatiquement, et il va vous créer le PDF. Voilà. Donc en fait, le choix de départ n'est pas super important, quoi. C'est même pas important du tout. Donc,
Simplement, il faut en mettre un pour qu'il puisse créer le paramètre par défaut pour pouvoir générer, voilà, pour exécuter directement l'exemple, quoi, tout simplement. Ensuite, vous avez un premier chunk. Alors un chunk, c'est quoi cette bête? Eh ben, c'est juste un bloc de code en fait qui est délimité par 3 accents graves, 3 accents graves. Vous voyez? Donc là, ce chunk-là, il est particulier, le tout premier, puisque c'est marqué, donc vous avez une accolade. Donc là, vous mettez les paramètres dans l'accolade, paramètres du chunk. Donc là, en premier dans l'accolade, vous avez R qui apparaît. Donc R, c'est pour dire que ça va être du code R. Et après, il y a marqué setup. Donc ça va le diriger vers un... Donc c'est un chunk particulier qui va servir de réglage pour tous les autres. Et puis donc là, ils ont rajouté include égale false pour pas qu'ils en tiennent compte, évidemment, dans le document, puisque ce sont des réglages. Et puis après, dans ce chunk setup, là, vous voyez, il y a un réglage de kniter, donc c'est ce qui sert à créer le document, et qui dit, donc, option de chunk, c'est echo égale true, c'est-à-dire que il va afficher le code, il va afficher le code dans le document par défaut, en fait. Voilà. Par défaut, il va afficher le code dans le document. Voilà, c'est plutôt comme ça que je devrais le dire. Et puis, ben, dans ce chunk-là, vous pouvez, par exemple, c'est là que vous pouvez, par exemple, importer vos jeux de données. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et puis, vous pouvez mettre d'autres réglages. Voilà. Par exemple, la taille par défaut des figures ou des choses comme ça. Ensuite, vous avez un double dièse et puis c'est marqué Hermardon. Alors le double dièse, ça veut dire que c'est un titre de niveau 2. Donc il y a des titres de différents niveaux. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. jusqu'à 6. Je crois que ça s'arrête à 6. Donc un niveau 1, bah, ça va être grand 1, mettons, et puis le titre. Un niveau 2, bah, ça va être 1.1. Un niveau 3, ça va être 1.1.1, etc. Donc je vais vous montrer ça en détail. Ensuite, il y a du blabla. Puis ici, il y a un lien vers un site internet, vers le site de Hermardon. Et donc, un lien, vous voyez, il apparaît en couleur automatiquement. C'est quand on le met entre les symboles de comparaison, hein, plus petit que et plus grand que. Ensuite, ils ont remis du blabla. Et vous voyez, dans le blabla, là, j'ai du texte qui apparaît en couleur et qui est entre 2 étoiles. Double étoile, double étoile. Donc ça, c'est pour dire que le texte va apparaître en gras. Donc il y a d'autres balises qui permettent de mettre le texte en italique, de mettre le texte en souligné, etc. Donc ça, je vous renvoie aux 2 feuilles que je vais vous mettre en pièce jointe, non pas en pièce jointe, mais en lien dans la description. Je vais vous renvoyer vers donc une feuille A4 de résumé de toutes les commandes, en fait, recto verso. C'est les cheat sheets, comme ils appellent ça. Et puis on a, je vais vous mettre aussi le lien vers un résumé un peu plus élaboré de Hermardon, en fait, voilà, qui fait 6 pages. Et avec ça, normalement, vous pouvez vous en sortir. Donc il y a de nouveau un peu de blabla. On retombe sur un autre bloc de code R, voyons, un chunk. Donc là, on n'a pas d'option derrière. Ils ont décidé de l'appeler cars. Alors pourquoi ils l'ont appelé cars? C'est tout simplement parce que, vous voyez, ils font appel ici dans le code au jeu de données cars qui est inclus dans R. Donc c'est un jeu de données qui parle des distances de freinage et des vitesses des voitures dans les années 1910. Voilà. Et donc on fait apparaître le résumé de ce jeu de données, en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'option derrière, donc par défaut, il va prendre les options par défaut, c'est-à-dire echo égale true, donc il va afficher le code, et puis eval égale true. Et donc eval égale true, ça veut dire qu'il va calculer, il va afficher le résultat. Voilà. Ils ont mis un deuxième titre de niveau 2, qui est including plots, donc pour vous montrer comment on peut inclure facilement des graphiques dans un document. Donc là, ils ont fait plot de pressure. Et ils ont rajouté, vous voyez ici, ils ont mis echo égale false. Alors echo égale false, ça veut dire qu'il ne va pas afficher ça. Il va juste afficher le résultat. D'accord? Et d'ailleurs, il le précise après, note date echo égale false, etc., was added, etc., pour pas que ça s'affiche. Et donc, vous voyez qu'ici, il apparaît mon bloc ici de phrases, là. Il apparaît aussi en couleur.
et il est entre deux accents graves. Donc ça, c'est quand vous voulez inclure du code dans une phrase. Voilà. Sans que ce soit exécuté. Du code ou le nom d'un package, par exemple, c'est pour faire ressortir que c'est lié à R. Voilà. Eh ben, on va regarder à quoi ça ressemble. Donc on va générer tout ça. Donc on clique sur Knit, la petite flèche, et puis on va choisir HTML. Donc là, il nous demande un nom, on va l'appeler SuperDoc. On sauvegarde. Il compile. Et donc on a notre document qui apparaît en HTML. Vous voyez, c'est assez chouette. Donc il y a le grand titre, il y a l'auteur, donc moi, il y a la date du jour, le sous-titre, tout ce qui concerne. Vous voyez qu'ici mon lien il est cliquable, ce qui apparaît, c'est entre les symboles de comparaison. Le knit, là qui était entre double étoile, vous voyez qu'il apparaît en gras. Vous avez donc le résumé, le bloc de code où c'est marqué résumé qui apparaît bien, et puis vous avez le résultat du bloc de code. Pour le graphique, donc including plots, vous voyez que là, j'ai pas de bloc de code. Il ne l'a pas affiché. C'est à cause du echo égale false. Mais par contre, il a bien affiché le résultat. Il a affiché notre graphique. Et puis, vous voyez comment ça rend de mettre entre des accents, là, le echo égale false. Vous voyez, ça apparaît dans une police un peu différente. Et avec un fond grisé, ce qui montre que c'est lié à R, en fait. Voilà. Bon. Alors maintenant, on va regarder un petit peu comment on peut personnaliser tout ça. Donc imaginez, alors déjà, je vais vous montrer l'histoire des titres. Donc si je mets je vais remettre le même titre, mais de niveau 1. Donc je vais faire un copier-coller. Donc je fais un copier-coller ici, paste. Pareil là. Et puis donc je régénère mon document pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous voyez que j'ai 3 titres différents. Donc ça c'est un titre de niveau 1. Ça c'est le titre de niveau 2 qui était inclus par défaut. Et ça c'est mon titre de niveau 3. Et puis j'aurais pu continuer comme ça longtemps. Jusqu'à 3 ou 4 je crois par défaut. Voilà. Après il en tient plus compte. On peut aller jusqu'à 6. On peut le paramétrer pour qu'il aille jusqu'à 6. On peut aussi mettre des numéros automatiquement. Donc ça se règle, ça se règle ici. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc pour les titres, c'est bon. Ensuite, donc imaginez que vous vouliez taper votre article. Donc évidemment, vous allez enlever ça, puis vous allez mettre le texte de votre article. Donc le texte de mon document, voilà, etc. Blablabla, bla bla bla. Ici, imaginez que vous vouliez, je sais pas moi, simuler une loi normale, 1000 tirages d'une loi normale centrée réduite. Donc vous allez faire un R norm de 1000 tirages. Oups. Donc 1000. Ah, il est plus sur... ouais, j'ai un problème avec mon pavé numérique. Voilà, c'est revenu. Donc 1000, 0 et 1. Et puis, alors par contre, si je fais ça, vu que je fais appel à une fonction qui va générer des nombres aléatoirement, le problème c'est que chaque fois que je vais recompiler mon document, il va me générer des autres nombres. Donc ça c'est un petit peu gênant. Donc ce que je vais faire, je vais fixer le générateur aléatoire dans le réglage ici. Donc ça va être valable pour tout le document. Donc je vais faire un set.seed. Donc il va générer la graine du générateur aléatoire, quoi. On va la fixer à 124, mettons. Voilà, comme ça on aura tout le temps les mêmes résultats. Ça ne va pas changer d'un truc à l'autre. Et puis là, le plot, bon, on va faire, je sais pas moi... plot de... Alors, on va mettre cars speed, tiens, cars speed. Et puis, on va mettre, ouais, je sais, on va mettre la distance de freinage en fonction de la vitesse. Donc, on va mettre cars
Alors, je sais plus comment ils l'ont appelé leur variable. Alors, je vais regarder vite fait. J'ai un doute. Je connais pas tous les jeux de données inclus dans R par cœur, loin de là. Donc, names de cars. Donc, speed et dist. Ok, donc on va mettre dist. Et on va lui dire de représenter en fonction de la vitesse. Donc c'est un grand classique, hein, ça. Hop, c'est un grand classique dans les formations. Voilà, donc et puis on va regarder. Donc là on va changer un petit peu le bleu-blanc aussi. Donc mon exemple de graphique. Donc maintenant vous savez faire du joli graphique, hein, avec les vidéos précédentes. On va changer le titre aussi tant qu'à faire, à la graphique. Et puis on va le mettre de niveau 1, ce titre-là. Allez, hop. Hop, on enlève le blabla qui nous sert à rien. Et puis on va compiler tout ça. Ah oui, alors je lui ai fait afficher les 1000 valeurs. Donc au lieu de faire R-norm, je vais faire un résumé dessus. Parce que c'est vrai que c'est pas très malin ce que j'ai fait. Voilà. Voilà, ce sera beaucoup plus visible, parce que si c'est pour qu'il mange 3 pages de nombre, on s'en moque un peu. Voilà. Oups. Donc, on a bien notre titre, donc notre nom, la date, nos grands titres, moyens titres, et puis petits titres, le texte de mon document, blablabla. Donc là, on a bien notre code qui s'affiche, vous voyez. On a notre résultat qui s'affiche. Dans notre graphique, on a notre graphique qui s'affiche aussi. Donc c'est très bien. Donc là, donc je disais c'est un cas d'école, c'est pour les corrélations en fait, la régression. Donc on voit en général un nuage qui est allongé comme ça. On suspecte une régression linéaire. Voilà. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je voudrais vous montrer aussi que là, par exemple, vous voyez, j'ai mon code qui apparaît, ce mari de R-norm, machin. Si je veux pas qu'il apparaisse, je vais faire echo égale false. Puisque par défaut, il est sur true. Hein. Donc si je fais ça, j'exécute. Et vous voyez que le code, il apparaît plus. J'ai juste le résultat. D'accord? Donc dans un rapport, hein, bien souvent, c'est les résultats qui vous intéressent, pas le code. Donc echo égale false, je pense que vous allez l'utiliser souvent. Alors après, je peux faire aussi le contraire. C'est-à-dire que si j'enlève echo égale false ou que je mets echo égale true, c'est la même chose, puisque par défaut, il est réglé sur true. Et que je mets eval égale false, on va regarder ce qui se passe. Donc eval, par défaut, il est sur true. Hein. Donc je compile. Vous voyez que j'ai juste le code qui apparaît et pas le résultat. D'accord? Donc avec ces deux commandes-là, eval et puis echo, vous pouvez gérer pas mal de cas de figure en fait. Si vous voulez que le code, ou si vous voulez que le code ait le résultat, ou si vous voulez que le résultat. Ou rien des deux, mais auquel cas ça n'a pas trop d'intérêt. Donc on est d'accord. Donc ça je vais l'enlever. Donc les deux là ne me servent à rien. Je vais garder mon code et puis mon résultat. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oui, alors, là c'est un tout petit document, je ne vais pas écrire 2500 lignes, mais ça peut arriver si vous générez un livre complet. On peut générer un livre complet avec ça. Hein. Donc il peut arriver que vous ayez beaucoup de lignes. Donc vous n'allez pas compiler toutes les 30 secondes comme je le fais là, hein. Ça prendrait trop de temps, puisque la compilation elle va augmenter vitesse grand V avec la taille de votre document. Surtout si vous avez des gros calculs à faire. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est si vous voulez voir le rendu de votre code R, ce que ça va faire en fait, ce que ça va exécuter, ben vous pouvez cliquer sur la petite flèche ici. Voilà. Et donc là, ben vous avez le résultat qui va apparaître dans votre document. De la même façon ici, si vous voulez voir l'aspect de votre graphique, donc vous allez faire virgule PCH égale et puis bah, je sais pas 19. Donc là je rajoute ça pour que ce soit des points qui soient pleins en fait. Donc si vous voulez voir le résultat de ce truc là,
vous allez cliquer sur la petite flèche, hop, et puis vous avez votre graphique qui apparaît. Voilà comment il va apparaître dans votre document. D'accord? Donc, alors j'ai juste rajouté ça, bon, voilà, quoi, pour montrer qu'on peut personnaliser aussi dans un chunk. Hein. Donc maintenant vous savez faire de jolis graphiques, vous pouvez personnaliser autant qu'on veut. Et les axes, et les titres, et la couleur des points, et tout, et tout, et tout. Pas de problème. Donc voilà, on peut exécuter donc en local. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc, bah, les titres c'est bon. Je vais vous montrer aussi qu'on peut régler les options. Donc vous voyez, je vais le recompiler. Vous voyez qu'ici, j'ai pas de table des matières. Donc c'est peut-être un petit peu gênant. Alors, on peut générer une table des matières qui est cliquable, y compris dans un document PDF. Donc pour ça, il faut aller dans la petite roue dentée, là, les paramètres. Output Options. Et puis donc on va lui dire Include Table of Contents. Donc regardez bien ici là, le bloc d'en-tête. Et puis vous regarderez après ce que ça va donner. Donc ça, profondeur de la table des matières, on peut aller plus loin, on peut aller jusqu'à, je sais pas, 6. Voilà. Number Section, on peut le cocher, ce truc-là. Puis on va faire OK. Et puis donc là, on va réexécuter. Et vous voyez que j'ai ma table des matières qui apparaît ici. Et elle est cliquable. Donc si je clique sur deux graphiques, hop, il met automatiquement dessus. Vous voyez aussi que le fait d'avoir coché Number of Section, il m'a mis des numéros. Donc il numérote automatiquement. Alors ce que je viens de faire là, c'est aussi valable en PDF. Mais il faut que je paramètre la même chose pour PDF. Donc ce que je vais faire, je vais dans Output Options à nouveau. Là, je choisis PDF. Donc inclure la table du matière, donc ça c'est bon, il s'est aligné sur ça aussi. Number Section, donc là je vais le cocher aussi. Et puis je vais faire OK. Et je vais lancer ma compilation en PDF. Donc à nouveau, il vous faut la tech d'installer, hein, si vous voulez du PDF. Voilà, donc vous voyez que vous avez votre table des matières et qu'elle est cliquable en fait. Donc si vous cliquez sur deux graphiques, bah, il vous met sur le deux graphique, quoi. Voilà. Et donc il fait tout seul. Donc c'est ça qui est bien. Donc il vous met les pages et tout. Enfin c'est vraiment un outil qui est super bien AirMarkdown pour générer vos documents, quoi. C'est vraiment un gain de temps quand on a l'habitude de l'utiliser qui est monstrueux. Donc par contre là où vous risquez d'avoir des petits soucis, vous voyez la mise en page, là il me bascule comment ça s'appelle, la figure sur l'autre page, c'est pas génial. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Output Options, PDF, figure, puis là vous pouvez régler la taille de figure par défaut. Donc vous pouvez changer ça par exemple. Vous pouvez inclure des légendes à vos figures. Vous pouvez faire la même chose en HTML d'ailleurs. Vous pouvez changer ici dans figure, vous changez la taille de vos figures. Attention, vous êtes en pouces. Hein. Et puis donc il y a des options avancées mais qui nous intéressent pas trop. Voilà, vous avez la possibilité de personnaliser vos affichages de data frame, donc tableau de données, donc sous forme de table, d'un cable ou d'un page. Donc ça, je vous laisse regarder. Plus en détail hein, les différences. Mais là, il faut déjà un usage avancé et donc c'est pas le but du tout du jour. Hein. Donc ok. Donc une petite dernière compilation donc pour vous remontrer. J'ai pas essayé Word, je vais vous montrer. Donc on va l'ouvrir avec LibreOffice. Vous voyez que c'est pas gênant puisqu'il me l'ouvre avec LibreOffice, quoi. Voilà, donc là on a notre SuperDoc, on a le graphique, il a bien affiché les résultats et tout. Donc c'est tout bon, donc après il y a la mise en page à faire. Hein. Par contre vous voyez, alors j'ai un petit souci, ah oui j'avais déjà eu ça. Avec la table des matières, je ne l'ai pas personnalisé, c'est peut-être pour ça aussi. On va regarder, tiens. Hop. Donc pour les options en Word, donc Output Options, on va choisir Word. Inclure la table des matières, ok. Figure, on laisse tel quel. On fait ok. On va retenter, mais je crois que vu que j'utilise LibreOffice, c'est pour ça qu'il ne m'affiche pas la table des matières, je crois. On va voir.
Ouais, voilà. Donc il y a un bug avec la table des matières. Bon, bah voilà, quoi. Au pire, vous l'enlevez, puis c'est bon, quoi. Si vous avez Word, à mon avis, ça passe. Je l'ai pas, hein, donc je peux pas vous dire, mais voilà. En tout cas, ça marche. Vous voyez, il génère quand même le document. Modulo, quelques petites mises en page à faire. Il vous met même des couleurs, hein. Donc après, pareil, vous aimez pas. Vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Après, votre document, vous pouvez le retoucher, quoi. Donc c'est pas gênant. Ben voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer. On en est à 25 minutes, hein, donc c'est déjà pas mal. Je ne vais pas vous assommer plus que ça. Je pourrais vous montrer comment faire des tableaux, etc. Bon, je vous laisse chercher sur internet, hein. C'est juste avec la barre du 6, la barre verticale, et puis des deux points tirés, vous pouvez créer votre tableau. Enfin voilà, c'est pas très compliqué, quoi. C'est pas très compliqué, et puis vous voyez, c'est rapide, quoi. Franchement, en vous amusant un petit peu avec l'exemple qui est inclus, mais vous avez moyen déjà de faire un bon petit document qui est personnalisé, qui est adapté à ce que vous voulez. Donc je vous laisse découvrir ça. Je vous montre quand même, vous voyez ici, vu que j'ai fait du Word, il a rajouté systématiquement les réglages, tout seul. Le fait d'être allé dans le menu réglages ici, d'avoir coché, changé les numéros, il a tout réglé tout seul, il a tout affiché tout seul ici dans l'entête. Donc là, Word, il a mis table des matières, oui, profondeur de la table des matières 6, pour le PDF, pareil, pour le HTML, pareil. Donc, vous voyez, c'est quand même vachement pratique, quoi. Donc, c'est un outil, on ne peut plus s'en passer après, hein. D'autant que je vous dis, vous pouvez faire vos calculs directement en cliquant sur les petites flèches, là ça apparaît, voilà. Ah oui, puis il y a quelque chose que je voulais vous préciser, donc j'avais commencé à en parler, j'ai pas terminé. Donc quand vous importez un jeu de données, imaginez que pour tout votre document, vous vouliez utiliser un jeu de données que sur, je sais pas sur quoi vous travaillez, sur la taille des voitures par exemple, puisqu'on a vu les distances de freinage, voilà, je sais qui me passe par la tête. Donc vous importez votre jeu de données, mais si vous importez ici, mettons vous faites votre read.table ici, que vous stockez ça dans, je sais pas, un objet qui s'appelle voiture, le problème c'est que il va être que là, cet objet là, il va pas pouvoir être utilisable dans les autres chunks suivants, sauf en rajoutant une petite option là, mais moi j'aime pas du tout. D'ailleurs, je me souviens jamais quelle option c'est d'ailleurs. Ce qui est de mieux, moi je trouve, c'est de mettre vos jeux de données ici. Donc quand vous avez un read.table à faire, à stocker dans un objet voiture, mettons, vous mettez voiture, la flèche, read.table et puis votre jeu de données. D'accord. Puis votre jeu de données, vous gourrez pas dans l'endroit où il est, hein. Voilà. Et puis après, du coup, là, par contre, si vous mettez dans le chunk de réglage, ce sera valable pour tout le document. Parce que si vous importez votre jeu de données ici, et puis que vous le faites appel à votre jeu de données là, ça ne marchera pas. Il va râler. Donc voilà. Sauf la petite option que je vous disais, mais dont je ne me souviens plus, parce que je l'utilise jamais. Donc voilà ce que je voulais vous montrer donc sur ma Hermardon. Donc si vous êtes un petit peu bidouilleur, vous voyez en une demi-heure là, vous pouvez déjà avoir fait votre votre propre document personnalisé et tout, avec vos titres, avec vos graphiques, avec ce que vous voulez. Donc c'est plutôt pas mal. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous voudriez que j'approfondisse, si vous avez des questions, des remarques. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, ni à la mailing list pour ne rien rater non plus, y compris des infos supplémentaires. Et puis des bons de réduction pour les formations, et puis des trucs et astuces que je ne donne pas ailleurs. Voilà. Et puis j'ai bien fait le tour cette fois-ci, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, puis à bientôt.